Alors, on va passer à la prochaine partie de notre entretien. On va parler des bilans diagnostiques qui, si je comprends bien, est un autre pilier de votre approche, de l'approche dans la médecine fonctionnelle. Maintenant, on va essayer d'aller vite sur les réponses. Quels sont les diagnostics, quels sont les bilans anti-vieillissement indispensables selon vous? Bah, écoutez, il faut faire en fonction de ses moyens financiers. Idéalement, je vais vous dire, un bon gros bilan super sophistiqué à 1000 € pour tout tester, c'est l'idéal. Bon, tout le monde ne peut pas se permettre ça. Si on Qu'est-ce peut que ça veut dire? si on peut se le permettre, on le fait et on balaye tout. Mais ne partons pas de cette situation, on va dire, idéale sur un plan des coûts. Partons du minimum. Le minimum, c'est vrai, est en train d'un peu progresser, c'est-à-dire qu'on voit bien quand même depuis quelques années que les médecins traitants dosent la vitamine D, s'inquiètent éventuellement si en hiver il n'y en a pas assez, ils en prescrivent. Petite parenthèse sur la vitamine D, il faut la prendre une certaine dose quotidienne et pas des ampoules buvables à dose totalement supraphysiologique une fois par mois ou une fois par quinzaine. C'est une aberration. Hein. On prend le soleil idéalement un peu tous les jours. On ne se met pas dans un grill ou un barbecue une fois un dimanche par mois. Okay, Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On parle de quelle quantité de la vitamine D, C'est puisque l'on parle? totalement aberrant. On ne doit jamais prendre des ampoules buvables de vitamine D de 25, 50 ou 100 000 unités. On doit prendre 2500 unités par jour. En tout cas, en hiver, en été, pas nécessairement. Ça dépend un peu aussi où on vit et quel type de peau on a. Plus la peau, évidemment, est sombre, plus on a besoin d'une aide parce que les rayons ultraviolets sont filtrés. Mais la vitamine D est quelque chose qui se prend quotidiennement à dose suffisante. Alors, il y a des doses, je dirais, les AJR, les apports journaliers recommandés de 800 unités, etc., c'est des placebos. Hein, ça n'a aucun sens. Je vous parle de 2500 unités en hiver, ça me paraît raisonnable, mais pas 50 000 unités toutes les 3 semaines. Ça, c'est encore une erreur. On a la preuve que ça ne fonctionne pas bien. Mais donc la vitamine D, ça, c'est la base. Et puis, voilà, plus on va indaguer, mieux c'est. Alors, c'est vrai que dans un de mes bouquins, je rêve d'un monde où le médecin généraliste va doser la vitamine B12. Parce que la vitamine B12 est une vitamine très importante, on ne peut pas en manquer. Pourquoi? C'est fiction. Moi, quand j'étais jeune médecin, et c'est marrant parce que je ne savais pas que les choses évolueraient, on parlera de la maladie d'Alzheimer plus tard, dans nos échanges aujourd'hui, mais je disais aux gens que la vitamine B12, c'était la protection contre justement la neurodégénérescence. Mais ce n'est pas que ça, c'est une vitamine anti-anémique, anti-tout. C'est une vitamine absolument fondamentale qui est une molécule énorme que nous ne pouvons pas synthétiser et qui n'est synthétisable d'ailleurs que par des bactéries. Et donc, la B12, c'est fascinant parce que vous faites un test, okay, que d'ailleurs maintenant, en France comme en Belgique, vous pouvez obtenir vous-même en allant dans un laboratoire, je voudrais bien doser ma vitamine B12, vous allez y payer quelques euros, vous n'avez pas besoin de votre médecin traitant, vous recevez un résultat. Imaginons, hein, parce que ça c'est encore mieux, ça c'est la liberté, c'est la médecine fonctionnelle pour tous. Alors, vous regardez votre taux de B12, si vous êtes un carnivore et que vous manquez de B12, hein, cas de figure, carnivore, donc si vous mangez de la viande, du poisson, etc., pas que, mais que vous avez une consommation de protéines animales importantes, tout ça est bourré de B12. Si vous manquez de B12, diagnostic, malabsorption. Malabsorption, problème intestinal. Voilà. C'est clair et net. Inversement, imaginons que vous n'êtes pas du tout carnivore, vous êtes plutôt végétarien, qu'en tout cas,
vous ne mangez certainement pas beaucoup de viande et vous vous retrouvez avec un taux de B12 excessif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez une prolifération bactérienne dans l'intestin grêle, SIBO, Small Intestinal Bacterial Overgrowth, parce que là, les bactéries s'y trouvent en quantité largement anormale, excessive, et ces bactéries produisent la B12. Je vous dis, la B12, ça vient des bactéries. Normalement, il n'y a pas autant de bactéries dans le grêle, et dans le grêle, c'est là que la B12 est absorbée. Donc, vous êtes une situation pathologique de dysbiose intestinale. On peut d'ailleurs assimiler ça aussi au fameux côlon irritable. Et donc, vous avez avec une analyse, quelques euros, des diagnostics intestinaux absolument cruciaux, soit de malabsorption, soit de prolifération microbienne à des endroits inadéquats. Voilà, c'est ça, la puissance des tests en médecine fonctionnelle. Vous voyez, mais sans test, qu'est-ce que vous allez demander à la personne? Ça va? Tu te sens bien? Tu es fatigué, un peu fatigué? Hein? Oui, mais c'est le stress. Hein? Il va y avoir les vacances. Hein? Il va y avoir la Halloween. Ah bon, ben alors ça va aller. Non, il faut aller doser des choses. Quelle est l'incidence sur la santé quand vous parlez de ces deux phénomènes? Quelle est l'incidence sur la santé? Et quelle est l'incidence de ces maladies? Encore une fois, je reviens toujours à la même chose, dysbiose intestinale ou l'autre phénomène. Quelle est l'incidence sur la santé? Quel est l'impact sur le corps? Quel est l'impact sur le bon vieillissement du corps? Énorme, énorme, parce qu'évidemment, ici, j'ai pris l'exemple de la vitamine B12 qui est particulièrement interpellant. Mais si c'est une malabsorption, comme on l'a dit au début, ben, ça va évidemment toucher d'autres nutriments. Vous allez avoir des déficits multiples. Et donc, il y a un tas de trucs qui ne vont pas fonctionner. Vous allez manquer de zinc, vous allez manquer de sélénium. Comment ça va impacter mon corps concrètement à la longue durée? Est-ce que ça va juste l'abîmer et donc, comment dire, augmenter la vitesse du vieillissement de l'inflammation? Je sais juste de comprendre concrètement quel est l'impact à long terme de ces maladies-là, de ces dysfonctionnements. Quel est l'impact à long terme? Ça va augmenter le risque d'infection, ça va augmenter la capacité de freiner l'oxydation. On vient de citer le zinc et le sélénium sont des antioxydants. Hein, et donc, ça va se répandre comme un feu de forêt. Ça va tout perturber. De nouveau, quand l'intestin va, tout va. Et donc, rien qu'avec quelques tests simples, on va tout de suite mettre le doigt sur des déficits en nutriments importants. Alors, c'est déjà pas mal de s'en rendre compte et de corriger ces déficits, mais il faut aussi se poser la question de pourquoi. Pourquoi est-ce que cet intestin ne fonctionne pas bien? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans l'alimentation qui le perturbe, qui l'enflamme, qui abîme la muqueuse, qui crée une augmentation de la perméabilité intestinale, qui elle-même est toujours accompagnée d'une malabsorption, parce que quand la muqueuse est perméable, elle n'absorbe pas bien. Ce sont les deux fonctions fondamentales de la muqueuse intestinale, la fonction de barrière et la fonction d'absorption. Si une ne marche pas, l'autre ne marche pas, parce que ça va de pair. Et bien entendu, qu'est-ce qui, en premier lieu, est suspect quand il y a un problème d'augmentation de la perméabilité intestinale? Le gluten, hein, parce que le gluten, par sa protéine principale, c'est plutôt une famille de protéines qu'on appelle la gliadine, c'est plus précisément les gliadines, parce qu'il y en a plusieurs. Les gliadines augmentent la perméabilité intestinale et donc pose problème. Docteur Mouton, on va maintenant essayer de diviser les tests en deux catégories. Les diagnostics et les bilans indispensables, rapidement maintenant, en faisant juste un listing pour des gens qui ont entre 40 et 65 ans, et on va les sous-diviser en imagerie et en biologie. Parce que, si je comprends bien, quand vous prenez quelqu'un en charge, vous voulez aussi voir un peu de l'imagerie, surtout à partir de 45-50 ans. Oui ou non? Non. Non. Pour vous, c'est la biologie qui est primordiale. Oui, parce que ça va être la cause d'altération de l'imagerie, mais l'imagerie va s'altérer beaucoup plus en aval, c'est tardif. Oui. C'est toute la différence entre la prévention et la détection précoce. Et ça s'applique très bien au cas du cancer. Le cancer, on doit le prévenir. Faire de la détection précoce du cancer, c'est déjà travailler sur base d'un échec. C'est-à-dire?
Ben, si vous avez détecté précocement un cancer, c'est que vous n'avez pas pu le prévenir. Pour moi, ce qui On va m'intéresse, parler tout à l'heure des stratégies de prévention au cancer. Donc, en biologie, on va revenir sur les tests à faire entre 40 et 65 ans. Peut-être, vous me direz si on les divise en deux catégories. Catégorie 40-65 ans. Les tests biologiques, on a évoqué je ne vitamine fais pas D. de catégorie d'âge. Vous Jamais. n'avez pas de catégorie d'âge. Oh, Ni d'accord, ça marche. 40, ni Donc, on 60, ni fait 80, ni 100. Pareil. parfait. Parfait. Même Dans ce cas-là, approche, même ambition, exactement même paradigme. excellent, excellent. Donc, on va Je suis reprendre maintenant, désolé, parce hein, qu'on a mais parlé très en détail. On va juste maintenant faire un petit listing. Quels sont les diagnostics ou les bilans nécessaires, indispensables, selon vous, dans une démarche de médecine fonctionnelle? Vitamine D, vitamine B12, quels sont les autres dosages à faire? c'est vrai que j'ai cité sélénium et zinc d'entrée de jeu. C'est pas anodin parce que bon, sont deux antioxydants fondamentaux qui sont indispensables pour tout et pour rien. Mais bon, parlons même de la fonction thyroïdienne, extrêmement difficile d'avoir une bonne fonction thyroïdienne sans sélénium et zinc. L'iode doit être évoqué aussi. Le problème, c'est que l'iode est tellement peu abondant dans le sang que c'est pas très fiable de doser l'iode dans le sang. On préfère le faire dans l'urine. Là, on va avoir une idée. Mais pour revenir au sélénium et au zinc, il y a énormément de déficits, ok, qu'on peut corriger en partie par l'alimentation, notamment le sélénium. On peut avoir recours aux noix du Brésil sans tomber dans l'exagération parce que c'est assez allergisant, mais c'est le seul aliment qui raisonnablement peut apporter des quantités significatives de sélénium. Donc voilà, si on détecte un déficit, on va le corriger et on va se dire, bah, tiens, ce serait peut-être bien que je mange une noix du Brésil par jour, la plupart du temps, quand j'y pense en tout cas, et ce sera déjà pas mal. Bon, ben, le zinc, c'est beaucoup plus difficile à renflouer, surtout chez les gens stressés. Mais ce sont des nutriments tellement importants qu'on ne peut pas vraiment se permettre de voguer sur des déficits significatifs dans les deux. Donc ça, je trouve que les médecins généralistes peuvent faire ça. C'est pas très coûteux. Vous pouvez aussi obtenir les tests en direct dans un laboratoire. À ça, j'ajouterais un profil d'acide gras. Parce qu'un profil d'acide gras vous donne tout ce qui va impacter l'alimentation. On va trouver des choses que vous mangez en excès, on va trouver des choses que vous ne mangez pas suffisamment, on va tout rééquilibrer, on va avoir une foule de conseils alimentaires, voire des compléments alimentaires si on se dit que l'alimentation ne sera pas suffisante. Parfois, les déficits sont tels qu'on sait bien qu'on ne va pas y arriver. Si vous avez une catastrophe au niveau de vos acides gras oméga 3 à longue chaîne qui viennent des poissons gras, que vous en mangez très peu, vous allez demander d'en manger davantage, mais vous allez aussi quand même donner de l'huile de poisson pour sortir du marasme. Vous allez faire les deux. Donc, un profil d'acide gras, c'est pas gratuit, c'est pas remboursé par la sécurité sociale. C'est un investissement, je pense, d'une bonne cinquantaine d'euros, mais ça vous donne déjà un balayage nutritionnel beaucoup plus sophistiqué que ce qu'on a par la méthode classique. Ne négligeons pas le bilan classique, le bilan biologique classique. Il faut demander des marqueurs métaboliques. Mais ça, les médecins généralistes font des marqueurs métaboliques. Alors, vous avez évidemment les lipides, triglycérides, cholestérol total, cholestérol HDL, sachant donc le bon cholestérol, soi-disant, sachant que le LDL est calculé, il n'est pas mesuré, tout le monde le calcule pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas m'étendre ici. Donc ça, c'est très, très basique, c'est ce qu'on appelle le bilan lipidique. Et alors, au niveau des marqueurs glucidiques, du métabolisme glucidique, vous en avez 3, c'est très simple. Vous avez la glycémie à jeun, vous avez l'hémoglobine glycosylée HbA1c qui vous donne la glycémie moyenne des 3 derniers mois, très important, parce qu'on peut avoir des distorsions très fortes entre la mesure de la glycémie à jeun qui est ponctuelle et ce qu'on a comme moyenne au bout de la journée et a fortiori au bout des 3 derniers mois. Et puis alors l'insuline à jeun, qui est L'insuline à jeun.
l'insuline à jeun qui est là aussi quelque chose qu'on prend le matin après le jeûne nocturne avec au moins 12 voire même 14 heures de jeûne pour avoir des mesures fiables. Avec ça, vous pouvez faire tous les raisonnements qu'il faut. Donc, c'est ce que j'appelle les marqueurs métaboliques qui ne sont pas typiques de la médecine fonctionnelle, mais qui sont très importants. Avec malheureusement beaucoup trop de médecins qui ignorent. Alors, j'ai des patients qui se plaignent sur mes réseaux sociaux, sur YouTube, de ce qu'ils demandent à leur médecin traitant de doser l'HbA1c et ils leur disent « Oh, mais vous n'êtes pas diabétique, ça ne sert à rien ». Bon, ça a le don de me rendre fou furieux. Mais fou furieux. Et alors, je leur dis, écoutez, prenez votre petite tirelire, sortez quelques pièces, pas des pièces jaunes, ça ne va pas être assez, mais quelques pièces d'1 ou 2 euros. Et pour une dizaine d'euros, 9 ou 11, enfin, ça dépend des labos, eh bien, vous dosez votre HbA1c. L'HbA1c doit être idéalement 1/10 en dessous de votre décennie d'âge, en commençant par le chiffre 5. Donc, supposons que vous avez affaire à un patient de 45 ans, c'est souvent les âges auxquels on commence à se dire il faudrait peut-être quand même que je m'occupe un peu de moi-même. Et votre HbA1c, puisque vous êtes dans la 4e décennie d'âge, devrait être 5,3%. À la rigueur. Comment vous calculez ça, encore une fois? 5, la décennie d'âge, plus petit que. Hein, donc, plus petit que 5,4 parce que 45 ans. Et donc, idéalement, 5,3. Bon, si vous êtes à 5,4, hein, bon, ça ne va pas être trop mal. Et plus vous êtes bas, mieux c'est. Vous pouvez être à 5%, bravo, hurrah, on peut célébrer ça. Mais si vous êtes à 5,6%, et il y en a beaucoup, écoutez, vous êtes sur le chemin du prédiabète. Le prédiabète, c'est 5,8%. Et il y en a beaucoup qui y sont sans le savoir. Et donc là, vous avez la glycation qui est en état d'alerte rouge. Vous voyez, les lampes rouges qui flashent, là, comme sur, avant j'aime bien cette analogie, comme sur les stations spatiales qui vont se désintégrer. Vous voyez, il reste 5 minutes, il faut fuir, la station spatiale va se désintégrer, alerte rouge, avec un bruit. Non, alerte rouge. Vous voyez, eh bien, ça, c'est l'HbA1c qui est malheureusement négligé et sous-estimé parce que les gens croient que c'est un monitoring du diabète. Non, on l'utilise en prévention. C'est toujours cette obsession de la maladie, alors qu'en réalité, c'est la prévention qui fonctionne bien.